Je n'avais pas prévu de revenir dans cette ville. Après toutes ces années passées loin de ma famille, loin des jugements et des regards méprisants, je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds dans cette maison. Mais la vie a une drôle de façon de nous rappeler que certaines choses doivent être réglées, que certaines personnes doivent apprendre des leçons qu'elles n'oublieront jamais. Ce soir-là, assise à cette table familiale, j'ai compris que le moment n'était venu. Le moment de montrer qui j'étais vraiment, ce que j'avais accompli dans l'ombre, pendant que certains continuaient à me regarder de haut. Mon fils Paul avait organisé ce dîner pour célébrer l'anniversaire de ma petite-fille Sophie. Toute la famille était réunie. Ma belle-fille Claire, douce et attentionnée comme toujours, avait préparé un festin magnifique. Les enfants couraient partout, remplissant la maison de leurs rires innocents. Tout aurait pu être parfait. Mais il y avait lui, Marc, le frère de Claire, mon beau-frère par alliance. Un homme qui avait toujours eu cette façon particulière de regarder les autres. Comme s'il évaluait constamment leur valeur marchande, leur position sociale, leur utilité dans son monde bien ordonné. Marc travaillait comme directeur commercial dans une entreprise pharmaceutique depuis 12 ans. Une entreprise moyenne, rien d'extraordinaire, mais il en parlait comme s'il dirigeait une multinationale. Il aimait rappeler son salaire, sa voiture de fonction, ses voyages d'affaires. À chaque réunion familiale, c'était la même chanson. Lui au centre, racontant ses exploits professionnels pendant que les autres écoutaient poliment. Moi, je restais silencieuse la plupart du temps. J'observais, j'écoutais. Je prenais note de chaque mot, de chaque attitude, de chaque petit signe de cette arrogance qui suintait de tous ses pores. Ce soir-là, la conversation avait tourné autour de l'économie, comme souvent quand Marc était présent. Il adorait ce sujet. Cela lui donnait l'occasion d'étaler ses connaissances, de montrer qu'il comprenait les rouages du monde des affaires mieux que quiconque. Paul avait mentionné les difficultés que traversaient certaines petites entreprises du quartier. Des commerces qui fermaient, des familles qui perdaient leur gagne-pain. J'avais ajouté quelques mots, exprimant ma compassion pour ces gens qui luttaient pour survivre dans un monde économique de plus en plus impitoyable. C'est là que Marc s'est penché vers moi, son sourire condescendant aux lèvres. Ses yeux brillaient de cette lueur que je connaissais bien, celle de quelqu'un qui s'apprête à remettre quelqu'un à sa place. Il a baissé la voix, juste assez pour que seul Paul, Claire et moi puissions l'entendre. Et il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Les pauvres ne devraient pas donner leur avis, le silence s'est installé autour de notre bout de table. Claire a écarquillé les yeux, choquée par les paroles de son frère. Paul a serré sa fourchette plus fort, son visage sans pourpoint de colère. Mais moi, je suis restée parfaitement calme. J'ai simplement posé ma serviette sur mes genoux, j'ai pris une gorgée de vin et j'ai souri. Un sourire que Marc a dû interpréter comme de la gêne ou de la soumission. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait absolument pas imaginer ce qui l'attendait. Vous voyez, Marc me considérait comme une vieille femme simple. Une retraitée sans importance. Une belle-mère qu'il devait supporter lors des réunions familiales. Il savait que j'avais travaillé toute ma vie, mais il ne s'était jamais vraiment intéressé à ce que je faisais. Pour lui, j'étais transparente une insignifiante tonne de ces personnes qu'on croise dans la vie sans jamais vraiment les voir. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais passé 40 ans dans le monde des affaires. J'avais commencé comme simple secrétaire dans une petite entreprise d'import-export. J'avais 18 ans, je venais de perdre mes parents dans un accident de voiture et je devais subvenir à mes besoins. Je n'avais pas eu le luxe de faire de longues études. Je n'avais pas eu de réseau, pas de famille influente pour m'ouvrir des portes. J'avais simplement ma détermination et une capacité de travail que peu de gens possèdent. J'ai gravi les échelons. Lentement mais sûrement, j'apprenais tout ce que je pouvais. Je restais tard le soir, j'arrivais tôt le matin. Je posais des questions. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main concernant le commerce international, la finance, la gestion d'entreprise. Pendant que mes collègues prenaient de longues pauses déjeuner, je dévorais des livres de comptabilité. Pendant que d'autres se plaignaient de leur travail, moi j'absorbais chaque information comme une éponge. À 30 ans, j'étais devenue directrice administrative. À 40 ans, j'avais assez économisé et assez appris pour acheter une petite entreprise en difficulté. Une entreprise de distribution de matériel médical, rien de glamourette, rien qui attire l'attention. Mais c'était solide, c'était nécessaire, et surtout, c'était à moi. Mon mari, que j'avais épousé à 23 ans, m'avait toujours soutenue. Il croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Nous avons travaillé ensemble, côte à côte, bâtissant notre entreprise pierre par pierre. Nous n'affichions pas notre réussite, nous vivions modestement. Une maison confortable mais pas ostentatoire, une voiture fiable mais pas luxueuse. Nous investissions nos bénéfices dans l'entreprise, dans l'éducation de notre fils Paul, dans la sécurité de notre avenir. Nous n'avions pas besoin de montrer notre argent pour nous sentir accomplis. Notre satisfaction venait du travail bien fait,
des employés que nous traitions avec respect, des clients satisfaits. De la croissance constante de notre petite entreprise qui, année après année, devenait un peu moins petite. Quand mon mari est décédé il y a 15 ans, j'ai cru que je ne pourrais pas continuer. Le chagrin était immense. Nous avions tout construit ensemble. Il était mon partenaire, mon confident, mon meilleur ami. Mais j'ai puisé dans cette douleur une force nouvelle. J'ai continué à développer l'entreprise, en sa mémoire, pour honorer tout ce que nous avions accompli ensemble. Et j'ai réussi au-delà de mes espérances. Au fil des années, j'ai racheté d'autres entreprises en difficulté. Toujours dans le même secteur, toujours discrètement. Je restructurais, je modernisais, je redonnais vie à des sociétés que tout le monde considérait comme perdues. Je gardais les employés, je valorisais leur expérience, je leur donnais les moyens de réussir, et ça marchait. Encore et encore, mon petit empire discret grandissait, mais je restais dans l'ombre. Je n'avais pas besoin de reconnaissance publique. Je n'avais pas besoin qu'on parle de moi dans les journaux ou lors de galas mondains. Marc ne savait rien de tout cela. Pour lui, j'étais juste la mère de son beau-frère. Une vieille dame qu'il croise et 4 ou 5 fois par an lors des anniversaires et des fêtes. Il ne m'avait jamais posé une seule question sur ma vie, sur mon passé, sur ce que j'avais fait de mes 60 années d'existence. Il ne m'avait jamais considérée comme une personne à part entière, avec une histoire, des accomplissements, une valeur. Alors quand il a prononcé ces mots, les pauvres ne devraient pas donner leur avis, quelque chose s'est déclenché en moi. Pas de la colère, non. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Une décision froide et calculée. Il était temps que Marc découvre qui j'étais vraiment. Il était temps qu'il apprenne une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Le dîner s'est poursuivi dans une atmosphère tendue. Claire s'est excusée pour son frère, embarrassée par son comportement. Paul était furieux et voulait le confronter, mais je l'ai calmé d'un regard. Ce n'était pas le moment, pas encore. J'avais un plan qui prenait forme dans mon esprit. Un plan qui nécessitait du temps, de la patience et une exécution parfaite. Marc, lui, a continué à manger comme si de rien n'était. Il a même ri de ses propres blagues, complètement inconscient de ce qu'il venait de déclencher. Il a parlé de son entreprise, de ses projets, de sa conviction que son poste était sécurisé pour les années à venir. Il ne pouvait pas savoir que pendant qu'il parlait, je pensais déjà aux coups de téléphone que j'allais passer le lendemain matin, aux personnes que j'allais contacter, aux engrenages que j'allais mettre en mouvement. Vous voyez, l'entreprise pharmaceutique pour laquelle Marc travaillait depuis 12 ans n'était pas inconnue de mon réseau. J'avais entendu parler d'elle à plusieurs reprises. Une entreprise familiale qui traversait des difficultés financières. Les propriétaires, un couple approchant la retraite sans enfant pour reprendre l'affaire, cherchaient discrètement un repreneur. Ils voulaient quelqu'un qui maintiendrait les emplois, qui respecterait l'héritage qu'ils avaient construit. Ils ne voulaient pas vendre à un grand groupe qui démantèlerait tout pour maximiser les profits. J'avais été contacté par leur avocat quelques mois auparavant. À l'époque, j'avais décliné poliment. Je n'étais pas particulièrement intéressée par le secteur pharmaceutique. Mais maintenant, tout changeait. Maintenant, j'avais une excellente raison de reconsidérer cette opportunité. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai demandé de reprendre contact avec les propriétaires de l'entreprise pharmaceutique. Je voulais tout savoir sur leur société. Les finances, le personnel, les contrats en cours, les perspectives d'avenir. Et surtout, je voulais savoir tout ce qu'il y avait à savoir sur Marc Rousseau, directeur commercial. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je découvre. Prenez un moment maintenant pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. Cela me fait toujours chaud au cœur de savoir où se trouvent les personnes qui m'écoutent. Partagez avec moi votre ville, votre pays, d'où vous vient cette curiosité pour les histoires de vie comme la mienne. Les informations ont commencé à affluer dans les jours suivants. Mon équipe d'analystes financiers a épluché chaque document disponible. Ce qu'ils ont découvert était fascinant. L'entreprise était effectivement en difficulté, mais pas au point d'être irrécupérable. Elle avait simplement besoin d'une gestion modernisée, de nouveaux investissements, et d'un coup de balai dans certains départements qui fonctionnaient de manière archaïque. Le dossier sur Marc était particulièrement intéressant. Sur le papier, il avait l'air d'un employé modèle. 12 ans d'ancienneté à an, des chiffres de vente corrects, pas de plainte officielle. Mais quand on creusait un peu plus, on découvrait des choses moins reluisantes. Des collègues qui se plaignaient en privé de son management autoritaire. Des subordonnés qui avaient demandé des mutations pour ne plus travailler sous ses ordres. Des clients qui avaient explicitement demandé à ne plus avoir affaire à lui, le trouvant arrogant et méprisant. Plus intéressant encore, j'ai découvert que Marc s'était attribué le mérite de contrats négociés par son équipe. Qu'il avait plusieurs fois rejeté des idées de ses collaborateurs pour ensuite les présenter comme les siennes lors des réunions de direction.
Qu'il avait bloqué des promotions méritées simplement parce qu'il se sentait menacé par des employés plus compétents que lui. Bref, c'était exactement le type de manager toxique qui mine l'entreprise de l'intérieur. Les propriétaires, Candahu, se sont montrés très intéressés par mon offre de rachat. Nous avons eu plusieurs réunions. Je leur ai présenté mon plan pour revitaliser leur entreprise. Je leur ai garanti que je conserverais tous les employés qui le méritaient. Je leur ai promis de respecter l'héritage qu'ils avaient bâti. Ils ont été touchés par mon approche. Ils ont vu en moi quelqu'un qui comprenait leur vision, qui partageait leurs valeurs. Les négociations ont duré 6 semaines. En semaines pendant lesquelles Marc continuait sa vie, inconscient de ce qui se tramait. Et semaines pendant lesquelles je préparais minutieusement chaque détail de ce qui allait suivre. Car ce n'était pas seulement une acquisition d'entreprise, c'était une leçon. Une leçon que Marc n'oublierait jamais. J'ai insisté pour que la transaction reste confidentielle jusqu'à la signature finale. Les propriétaires ont accepté. Ils comprenaient que je voulais une transition en douceur, sans spéculation ni rumeur qui pourraient déstabiliser les employés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais une raison supplémentaire pour cette discrétion. Je voulais que l'annonce soit une surprise totale. Je voulais voir le visage de Marc quand il découvrirait qui était sa nouvelle patronne. Pendant ces 6 semaines, j'ai croisé Marc 2 fois lors de réunions familiales. À chaque fois, il m'a à peine regardé. Il continuait à parler de son entreprise avec cette assurance insupportable, cette certitude d'être indispensable, irremplaçable. Il ne voyait pas les regards que Claire et Paul échangeaient. Il savait que quelque chose se préparait. Je leur avais dit de ne rien révéler, et ils avaient tenu parole, même si la tante les rendait nerveux. La signature finale a eu lieu un mardi matin. J'étais désormais la propriétaire unique de Laboratoire Roussel, l'entreprise où Marc travaillait depuis 12 ans. Mon avocat et mon directeur financier avaient géré tous les détails légaux. Tout était en ordre. L'annonce officielle aux employés était prévue pour le jeudi suivant. J'avais 2 jours pour préparer ma rencontre avec le personnel. 2 jours pour décider exactement comment j'allais gérer Marc. J'ai passé ces 2 jours à étudier chaque dossier d'employé. Je voulais connaître tous les gens qui travaillaient dans cette entreprise. Leurs forces, leurs faiblesses, leurs aspirations. Je voulais comprendre la culture d'entreprise, les dynamiques internes, les problèmes non résolus. Et plus je lisais, plus je réalisais à quel point Marc avait été néfaste pour cette organisation. Il y avait Sophie, une jeune commerciale brillante qui avait été systématiquement ignorée lors des réunions stratégiques. Il y avait Thomas, un responsable logistique qui avait proposé une réorganisation qui aurait économisé des milliers d'euros par mois, mais dont le projet avait été enterré sans explication. Il y avait Martine, une assistante qui travaillait là depuis 20 ans et qui avait été reléguée à des tâches subalternes alors qu'elle possédait une connaissance de l'entreprise que personne d'autre n'avait. Toutes ces personnes avaient été minimiseurs, ignorées, méprisées par Marc, toutes méritaient mieux. Et elles allaient l'obtenir. Le jeudi matin, je suis arrivée au laboratoire Roussel à 9 heures précises. J'avais demandé à ce qu'une réunion générale soit organisée pour 10 heures. Tous les employés devaient être présents. L'annonce du changement de propriétaire allait être faite officiellement. Je suis entrée dans le bâtiment discrètement. Personne ne me connaissait. J'étais juste une vieille dame bien habillée qui traversait le hall. J'ai été conduite dans l'ancien bureau des propriétaires, qui était maintenant le mien. J'ai passé 1 heure à m'installer, à regarder par la fenêtre cet espace qui m'appartenait désormais. À 10 heures, je suis descendue dans la grande salle de réunion. Les employés étaient déjà tous là, bavardant entre eux, spéculant sur les raisons de cette convocation inhabituelle. J'ai vu Marc au premier rang, détendu, souriant, plaisantant avec ses collègues. Il se sentait en sécurité, dans son élément. Les anciens propriétaires sont montés sur l'estrade. Ils ont remercié tout le monde d'être venus. Ils ont expliqué qu'après de nombreuses années de service, ils avaient décidé de prendre leur retraite et de vendre l'entreprise. Un murmure inquiet a parcouru l'assemblée. Les gens craignaient toujours le pire lors de ce genre d'annonce. Des licenciements, des restructurations brutales, la perte de leurs emplois. Mais les propriétaires ont rapidement rassuré tout le monde. Ils avaient trouvé une acheteuse qui partageait leurs valeurs, qui s'engageait à maintenir tous les emplois, qui voulait développer l'entreprise plutôt que la démanteler. Les visages se sont détendus, les gens ont commencé à sourire. Et alors qu'ils ont prononcé mon nom, Madame Geneviève Martin. J'ai vu Marc froncer les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais il ne parvenait pas à faire le lien. Il m'avait croisé tant de fois sans jamais vraiment me voir qu'il ne pouvait pas imaginer que c'était moi. Je suis montée sur l'estrade. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai balayé la salle du regard, et mes yeux se sont arrêtés sur Marc. J'ai vu le moment exact où il a fait le lien. Où il a réalisé qui j'étais. Son visage est devenu blanc comme un linge. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun son n'en est sorti. J'ai commencé mon discours.
J'ai parlé de mon respect pour ce que les anciens propriétaires avaient construit. J'ai expliqué ma vision pour l'entreprise. J'ai promis de valoriser chaque employé, de créer un environnement où le talent était reconnu, où le travail acharné était récompensé, où chacun pouvait s'épanouir professionnellement. J'ai parlé pendant 20 minutes. Pendant tout ce temps, Marc n'a pas bougé. Il était figé sur sa chaise, incapable de détacher son regard de moi. Je pouvais presque voir les pensées défiler dans sa tête. Le souvenir de ce dîner, ses paroles méprisantes, sa certitude que j'étais insignifiante. Après mon discours, j'ai invité tous les employés à venir me rencontrer individuellement dans les jours suivants. Je voulais apprendre à connaître chacun d'eux, comprendre leurs préoccupations, entendre leurs idées. La réunion s'est terminée dans une atmosphère positive. Les gens semblaient soulagés, même enthousiastes. Marc est resté assis pendant que tout le monde sortait. Finalement, quand la salle s'est vidée, il s'est levé et s'est approché de l'estrade. J'étais en train de ranger mes notes. Je les regarde monter les quelques marches qui menaient jusqu'à moi. Vous devriez maintenant vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Les histoires que je partage ici sont remplies de leçons de vie, d'enseignements sur la dignité, le respect et la valeur que chaque personne possède. Ne manquez pas les prochaines histoires qui vont vous émouvoir et vous inspirer. Marc se tenait devant moi, et pour la première fois depuis que je le connaissais. Il semblait peu diminuer et il cherchait ses mots, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Finalement, il a réussi à articuler quelques mots. « Madame Martin, Je ne savais pas. J'ai levé la main pour l'interrompre. Mon visage était calme et neutre. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Vous ne saviez pas quoi, Marc? Que j'avais travaillé toute ma vie, que j'avais bâti un empire depuis mes 18 ans, que j'étais autre chose qu'une vieille femme insignifiante que vous pouviez mépriser lors des dîners de famille. Il a baissé les yeux, ses mains tremblaient légèrement. J'ai continué. Vous m'avez dit que les pauvres ne devraient pas donner leur avis. Je me suis demandé ce que vous entendiez par là. Est-ce que c'était parce que je ne parlais pas de mon argent? Parce que je ne portais pas de vêtements de luxe? Parce que je ne me vantais pas de mes accomplissements lors de chaque réunion familiale? Marc a tenté de répondre, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la vraie richesse, Marc. La vraie richesse n'a rien à voir avec ce qu'on affiche. Elle se construit dans le silence, dans le travail acharné, dans le respect des autres. Vous avez passé 12 ans dans cette entreprise à vous croire indispensable. Mais savez-vous ce que j'ai découvert en étudiant votre dossier? Il a relevé la tête, une lueur de panique dans les yeux. J'ai découvert que vous étiez un manager médiocre, que vous vous attribuiez le travail des autres, que vous bloquiez des talents prometteurs parce qu'ils menaçaient votre position, que des clients demandaient explicitement à ne plus savoir affaire à vous, que vos collègues vous évitaient parce que vous créiez un environnement de travail toxique. Chaque mot que je prononce et le faisait se recroqueviller un peu plus. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun argument ne vint. Comment leur impugner des faits documentés? J'ai une décision à prendre vous concernant. Marquage fait, je pourrais vous licencier immédiatement. J'en ai le droit, j'en ai les moyens. Et franchement, ce serait ce que la plupart des gens feraient à ma place. J'ai vu une lueur d'espoir traverser son regard. Il pensait que j'allais lui offrir une seconde chance. Qu'il pourrait continuer comme avant, mais je ne vais pas faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à vous, je crois que chaque personne mérite une opportunité de se racheter, de devenir meilleure. D'apprendre de ses erreurs, j'ai sorti un dossier de ma mallette et je l'ai posé sur la table entre nous. Voici ce qui va se passer. Vous allez être rétrogradé. Vous n'êtes plus directeur commercial. Vous allez recommencer comme simple commercial de terrain. Vous allez réapprendre les bases de ce métier. Vous allez découvrir ce que c'est que de devoir prouver sa valeur chaque jour. Et vous allez le faire sous la supervision de Sophie, cette jeune commerciale que vous avez systématiquement ignorée et qui est, selon tous les indicateurs, bien plus compétente que vous ne l'avez jamais été. Le choc sur son visage était total. Une rétrogradation? Passer sous les ordres de quelqu'un qui l'avait méprisé. C'était pire que le licenciement pour son ego. Votre salaire sera ajusté en conséquence. Vous perdrez votre voiture de fonction. Vous n'aurez plus de bureau personnel. Vous allez devoir travailler dur, très dur. Pour prouver que vous méritez de rester dans cette entreprise, j'ai fait une pause, le laissant absorber l'information. Vous avez deux choix, Marc. Soit vous acceptez ces conditions et vous vous donnez une chance de devenir un meilleur professionnel et une meilleure personne. Soit vous démissionnez maintenant, et je vous garantis que dans cette industrie, avec les références que je pourrais donner, vous aurez beaucoup de mal à retrouver un poste équivalent à celui que vous occupiez. C'était un ultimatum brutal. Mais juste, je lui offrais une voie de rédemption, mais elle passait par l'humilité et le travail. Quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu.
Marquet restait silencieux pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je pouvais voir la bataille intérieure qui se déroulait en lui. Son orgueil contre sa raison. Sa fierté contre sa nécessité de garder un emploi. Finalement, avec une voix à peine audible, il a murmuré « J'accepte » Guy hochait la tête. « Bien, vous commencerez lundi prochain dans votre nouvelle position. D'ici là, je vous suggère de réfléchir profondément à votre comportement et à la façon dont vous traitez les autres. Vous pouvez partir maintenant, il est sorti de la salle comme un homme brisé. Mais parfois, il faut être brisé pour pouvoir se reconstruire correctement. » Les semaines suivantes ont été transformatrices pour l'entreprise. J'ai rencontré chaque employé individuellement, comme promis. J'ai écouté leurs préoccupations, leurs idées, leurs frustrations. J'ai découvert des talents cachés, des projets abandonnés qui méritaient d'être relancés, des dysfonctionnements qui pouvaient être facilement corrigés. Sophie est devenue directrice commerciale. Elle était brillante, empathique et possédait un talent naturel pour motiver son équipe. Sous sa direction, le département commercial a commencé à prospérer. Thomas a pu mettre en œuvre sa réorganisation logistique, ce qui a effectivement permis d'économiser des milliers d'euros par mois. Martine a été promue au poste de conseillère spéciale. Son expérience et sa connaissance de l'entreprise étant enfin reconnues à leur juste valeur. Quant à Marc, il a commencé sa nouvelle vie de simple commercial. Les premiers jours ont été difficiles pour lui. Je pouvais voir l'humiliation dans ses yeux chaque fois qu'il croisait d'anciens collègues qui étaient maintenant ses supérieurs. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose d'autre. Lentement, très lentement, une transformation commençait à s'opérer. Forcé de travailler directement avec les clients, sans le bouclier de son ancien titre, il a dû apprendre à écouter vraiment, à comprendre leurs besoins, à construire de véritables relations plutôt que d'imposer sa volonté. Sophie, à ma grande surprise, s'est révélée être une excellente mentor. Elle était ferme et juste, exigeante mais encourageante. Elle ne lui facilitait pas la tâche, mais elle ne le sabotait pas non plus. 3 mois après ma prise de fonction, j'ai organisé une réunion familiale chez Paul et Claire. C'était le baptême de leur 2e enfant. Marc était là, évidemment. Claire m'avait dit qu'il avait beaucoup changé ces derniers temps, qu'il était plus silencieux, plus réfléchi, qu'il semblait avoir perdu cette arrogance qui le caractérisait. Pendant le repas, nos regards se sont croisés plusieurs fois. Un moment, alors que la plupart des invités étaient occupés avec le bébé. Il s'est approché de moi dans le jardin où j'avais pris l'air. « Madame Martin !» a-t-il commencé, sa voix hésitante. « Je voudrais vous parler si vous me le permettez. » J'ai hoché la tête, l'invitant à continuer. Ces 3 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie professionnelle, mais aussi les plus instructifs. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me cacher derrière un titre, derrière une position, sans jamais vraiment comprendre ce que signifiait servir les clients, respecter ses collègues, ou même être un bon professionnel. Il a marqué une pause, cherchant ces mots. « Je voulais vous remercier. Je sais que cela peut sembler étrange. Vous m'avez humilié, vous avez détruit mon ego, vous m'avez forcé à me regarder en face. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. » J'ai été surprise par sa sincérité. Ce n'était pas une excuse forcée ou calculée, c'était authentique. Sophie m'a appris plus en 3 mois que je n'ai appris en 12 ans. Elle m'a montré ce qu'est un vrai leadership. Et j'ai compris que tout ce temps, je n'étais pas un leader. J'étais juste quelqu'un qui donnait des ordres et qui s'attribuait les mérites. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Ce que j'ai dit lors de ce dîner, les pauvres ne devraient pas donner leur avis. Je repense à ces mots tous les jours. Ils me hantent. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé après, mais parce qu'ils révélaient qui j'étais vraiment devenue. Quelqu'un qui mesurait la valeur des gens à leur apparence, à leur statut social apparent. Quelqu'un qui avait perdu toute humanité, je l'ai écouté sans l'interrompre. Il méritait d'être entendu, tout comme j'avais mérité d'être entendue ce soir-là. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne suis pas sûre de mériter votre pardon. Mais je voulais que vous sachiez que votre leçon n'a porté ses fruits. Je suis en train de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un dont je pourrais être fière. J'ai posé ma main sur son bras. Un geste simple, mais chargé de sens. Marc, le pardon n'est pas quelque chose qui se demande ou qui se donne facilement. C'est un processus. Mais je vois vos efforts. Sophie me fait des rapports réguliers, vous savez. Elle me dit que vous travaillez dur, que vous écoutez, que vous apprenez. C'est tout ce que je pouvais espérer, fois que ses yeux se sont légèrement humidifiés. Cet homme qui avait été si arrogant, si sûr de lui, était maintenant vulnérable devant moi. Continuez sur cette voie, m'inquiétez pas pour moi. Pas pour votre carrière, mais pour vous-même. Pour devenir l'homme que vous auriez toujours dû être. Il a hoché la tête, incapable de parler. Puis il est retourné vers la maison, laissant seul avec mes pensées. Cette conversation m'a fait réfléchir sur mon propre parcours.
sur toutes les fois où j'avais été méprisée, ignorée, sous-estimée. Non seulement par Marc, mais par tant d'autres au fil des années. Des hommes qui pensaient qu'une femme n'avait pas sa place dans les salles de conseil. Des gens qui me regardaient ne voyaient qu'une secrétaire, jamais une dirigeante en devenir. Des personnes qui supposaient que parce que je vivais modestement, je n'avais aucune valeur. J'aurais pu devenir amère. J'aurais pu utiliser ma réussite comme une arme pour écraser tous ceux qui m'avaient fait du mal, mais ce n'était pas qui j'étais. Ce n'était pas ce que mon mari m'avait enseigné. Il me disait toujours, Geneviève, le vrai pouvoir n'est pas dans la capacité de détruire les autres, mais dans la capacité de les élever. Est-ce que j'essayais de faire avec Marc? Pas le détruire, mais le reconstruire. Lui donner une chance de devenir meilleur. Parce que c'est ce que font les gens vraiment puissants. Ils utilisent leur position pour créer du changement positif, pas pour se venger. Les mois ont continué à passer. L'entreprise prospérait. Les changements que j'avais mis en place portaient leurs fruits. Le chiffre d'affaires augmentait. Les employés étaient plus heureux, plus engagés. Plusieurs d'entre eux m'ont dit que c'était la première fois en année qu'ils avaient vraiment hâte de venir travailler. J'ai également découvert que plusieurs projets innovants avaient été proposés au fil des ans mais jamais mis en œuvre. Des idées brillantes qui auraient pu transformer l'entreprise, mais qui avaient été enterrées par une direction trop conservatrice ou par des managers comme Marquis, sentaient menacés par l'innovation. J'ai créé un comité d'innovation, composé d'employés de tous les niveaux hiérarchiques. Tout le monde pouvait proposer des idées, toutes les suggestions étaient étudiées sérieusement. Les meilleurs étaient mis en œuvre, et leurs créateurs étaient récompensés. C'était révolutionnaire pour une entreprise qui avait fonctionné pendant des années selon une hiérarchie rigide. Marc faisait partie de ce comité. Au début, il restait silencieux lors des réunions. Intimidé peut-être, ou simplement conscient qu'il devait d'abord écouter et apprendre. Mais après quelques mois, il a commencé à contribuer. Ses idées étaient réfléchies, pragmatiques. Il ne cherchait plus à briller ou à dominer la conversation. Il participait simplement, comme un membre de l'équipe parmi d'autres. Un jour, il a proposé une idée qui m'a particulièrement impressionnée. Un programme de mentorat inversé, où les jeunes employés mentoraient les plus anciens sur les nouvelles technologies et les tendances du marché, tandis que les anciens partageaient leur expérience et leur sagesse. C'était exactement le genre d'initiative qui pouvait transformer la culture d'entreprise. Nous avons mis en place son programme, il a été un succès immédiat. Les barrières générationnelles ont commencé à s'estomper. Les plus jeunes se sentaient valorisés pour leur expertise. Les plus anciens découvraient de nouvelles façons de travailler, et Marc, qui avait eu cette idée, ne s'en est pas vanté. Il a simplement été heureux de voir son projet prendre vie et aider les autres. Un an après ma prise de fonction, j'ai organisé une grande réunion pour célébrer les résultats exceptionnels de l'entreprise. Nous avions dépassé tous nos objectifs. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 30%, la satisfaction des employés avait atteint des niveaux records. Nous avions même pu embaucher 15 nouvelles personnes. Lors de cette réunion, j'ai pris la parole pour remercier tout le monde. Mais j'ai aussi fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai annoncé une série de promotions. Sophie devenait directrice générale adjointe. Thomas prenait la tête d'un nouveau département de transformation digitale. Martine devenait directrice des ressources humaines chez Marc. Marc redevenait directeur commercial. Mais pas le même poste qu'avant. Cette fois, c'était un poste qu'il avait mérité. Un poste qu'il était prêt à occuper. Un poste où il pourrait vraiment faire la différence. L'annonce a été accueillie par des applaudissements, mais c'est la réaction de Marc qui m'a le plus touchée. Il n'a pas souri avec arrogance, il n'a pas bombé le torse. Il a simplement regardé autour de lui, vers ses collègues qui applaudissaient, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. De la gratitude sincère. Et de l'humilité. Après la réunion, il est venu me voir dans mon bureau. Il tenait à la main une enveloppe. « Madame Martin, avant d'accepter cette promotion, je voulais vous donner ça que j'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre. Une longue lettre manuscrite où il détaillait son parcours de l'année écoulée. Ses erreurs passées, les leçons qu'il avait apprises, les changements qu'il avait opérés en lui-même. Il décrivait comment cette expérience l'avait transformé non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Comment il était maintenant un meilleur mari pour sa femme, un meilleur frère pour Claire, un meilleur être humain en général. À la fin de la lettre, il écrivait « Je ne serai jamais assez reconnaissant pour cette seconde chance que vous m'avez donnée. Vous auriez pu simplement me licencier et ruiner ma carrière. Au lieu de cela, vous m'avez offert l'opportunité la plus précieuse de ma vie, celle de devenir quelqu'un de meilleur. Je passerai le reste de ma carrière à essayer d'être digne de cette confiance. » J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai regardée. « Marc, vous avez fait le travail. Tout le mérite vous revient. J'ai simplement créé les conditions. C'est vous qui avez choisi de changer, de vous remettre en question, de grandir. N'oubliez jamais ce parcours. Et surtout,
N'oubliez jamais ce que vous avez ressenti quand on vous a jugé et méprisé. Utilisez cette mémoire pour traiter chaque personne que vous rencontrerez avec le respect qu'elle mérite. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Puis il a fait quelque chose qui m'a surprise. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras, un geste spontané, sincère, rempli de gratitude. « Merci », a-t-il murmuré. « Merci de ne pas m'avoir abandonné et ferré. Cette histoire aurait pu se terminer là. Une belle fin, où tout le monde apprend sa leçon et vit heureux pour toujours. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Elle est faite de complications, de défis constants, de moments où nos convictions sont testées. 6 mois après la promotion de Marc, nous avons fait face à une crise majeure. Un de nos principaux fournisseurs a fait faillite du jour au lendemain, nous laissant sans matière première essentielle pour nos produits phares. Nous avions des commandes importantes à honorer, des délais serrés et soudainement, plus de moyens de les remplir. C'était le genre de crise qui pouvait détruire une entreprise. J'ai réuni mon équipe de direction d'urgence. Sophie, Thomas, Martinta et Marc et quelques autres directeurs clés, nous devions trouver une solution, et vite. La réunion a duré des heures. Chacun proposait des idées, mais toutes semblaient avoir des inconvénients majeurs. Trouver un nouveau fournisseur prendrait des semaines. Utiliser des matières de substitution compromettrait la qualité. Reporter les livraisons nous ferait perdre des clients importants et ruinerait notre réputation. C'est Marc qui a finalement proposé la solution. Il connaissait un petit fournisseur avec qui il avait travaillé des années auparavant, quand il était simple commercial. Une entreprise familiale que personne d'autre ne connaissait. Ils étaient petits, mais flexibles et fiables. Et surtout, Marc avait maintenu une bonne relation avec eux au fil des années. Je peux les appeler, a-t-il dit. Je pense qu'ils pourraient nous dépanner, au moins temporairement. Mais il faudra que j'y aille moi-même, que je négocie en personne. Ce sont des gens à l'ancienne. Les relations personnelles comptent pour eux, j'ai accepté immédiatement. Marc est parti le soir même. Il a passé 3 jours avec ce fournisseur, négociant, expliquant notre situation, construisant un partenariat. Et il a réussi. Non seulement ils ont accepté de nous fournir en urgence, mais ils nous ont fait des conditions exceptionnelles parce qu'ils faisaient confiance à Marc. Grâce à lui, nous avons pu honorer toutes nos commandes. Pas un seul client n'a été déçu. Et mieux encore, nous avons découvert un nouveau partenaire fiable qui est devenu un de nos principaux fournisseurs. Quand Marc est revenu, je l'ai convoqué dans mon bureau. Il s'est assis, visiblement fatigué par son voyage et ses négociations intensives, mais avec un sourire satisfait. « Vous avez sauvé l'entreprise, Markov, vous le savez, n'est-ce pas ?» Il a haussé les épaules modestement. « J'ai juste fait mon travail. J'ai utilisé mes contacts, mes relations. C'est pour ça que vous m'avez réembauché à ce poste. Non, non, ai-je répondu fermement. Ce n'est pas pour ça. Je vous ai promu parce que j'ai vu que vous aviez changé. Mais ce que vous venez de faire prouve quelque chose d'encore plus important. Vous avez utilisé les relations que vous aviez construites quand vous étiez simple commercial. Ces relations que l'ancien Marc aurait probablement négligées ou méprisées. Vous avez prouvé que vous avez compris la vraie valeur des connexions humaines authentiques. Marc a réfléchi à mes paroles un moment. Vous savez, ce petit fournisseur, je l'avais rencontré pendant ma période de rétrogradation. L'ancien moi n'aurait jamais pris le temps de cultiver une relation avec une si petite entreprise. Ça n'aurait pas semblé important ou stratégique. Mais quand j'étais de nouveau sur le terrain, j'ai réappris à voir la valeur dans chaque interaction, dans chaque personne. Ces gens-là, ils m'ont traité avec respect alors que je n'étais qu'un commercial parmi d'autres. Ils ont vu ma valeur humaine, pas mon titre. C'était exactement le genre de réflexion que j'espérais entendre. Marc ne parlait plus sans terme de statut ou de hiérarchie. Il parlait de respect mutuel, de valeur humaine. La transformation était complète. Les années ont continué à passer. L'entreprise prospérait. Marc est devenu un de mes directeurs les plus précieux. Mais plus important encore, il est devenu un mentor pour les jeunes employés. Il leur racontait son histoire, sans cacher ses erreurs passées. Il leur expliquait comment l'arrogance et le mépris l'avaient presque détruit. Et comment l'humilité et le respect l'avaient sauvé. Un jour, environ 3 ans après ma prise de fonction, j'ai décidé qu'il était temps de partager publiquement mon histoire. J'ai donné une interview à un magazine d'affaires. Je leur ai raconté mon parcours, depuis mes débuts comme simple secrétaire jusqu'à la tête d'un empire discret. J'ai parlé des défis que j'avais affrontés en tant que femme dans un monde d'hommes. J'ai évoqué la perte de mon mari et comment j'avais transformé mon chagrin en motivation. Et j'ai raconté l'histoire de Marc, sans mentionner son nom, bien sûr, mais en détaillant comment j'avais utilisé une situation personnelle pour enseigner une leçon importante sur le respect et l'humilité. Comment j'avais acheté une entreprise spécifiquement pour montrer à quelqu'un que les apparences sont trompeuses, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle affiche, mais à ce qu'elle fait. L'article a fait sensation.
Des milliers de personnes m'ont écrit pour me raconter leurs propres histoires. Des histoires de mépris subis, de sous-estimation, de préjugés, mais aussi des histoires de résilience, de succès obtenus malgré les obstacles, de preuves faites à ceux qui doutaient. J'ai reçu une lettre particulièrement touchante d'une jeune femme qui travaillait comme femme de ménage tout en étudiant la finance le soir. Elle me disait qu'elle était constamment méprisée par les gens dont elle nettoyait les bureaux, qu'on la regardait comme si elle était invisible ou pire, comme si elle était moins humaine. Mon histoire lui avait donné de l'espoir. Elle continuait à travailler dur, à étudier, à construire son avenir, sachant qu'un jour elle pourrait prouver sa valeur. Je lui ai répondu personnellement. Je lui ai offert un stage dans une de mes entreprises, elle a accepté. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle est analyste financière dans mon groupe et elle traite chaque personne qu'elle croise, du PDG au personnel d'entretien, avec le même respect. Elle n'a jamais oublié d'où elle vient. C'est ça, finalement, la vraie leçon de cette histoire. Ce n'est pas une histoire de vengeance, même si c'est ce que certains pourraient y voir. C'est une histoire sur le respect, sur le fait de ne jamais juger quelqu'un sur les apparences, sur la compréhension que chaque personne a une histoire, des luttes, des accomplissements que nous ne voyons pas. Lors du dernier dîner de famille, celui qui a eu lieu la semaine dernière pour célébrer les 60 ans de Claire, j'ai observé Marc interagir avec tout le monde. Il était attentif, posait des questions, écoutait vraiment les réponses. Quand mon pelifurs de 12 ans a voulu partager son avis sur un sujet d'actualité, Marc s'est penché vers lui avec intérêt, a écouté attentivement et a engagé une vraie conversation avec lui. Comme si l'opinion de cet enfant avait autant de valeur que celle de n'importe quel adulte dans la pièce. Un moment, nos regards se sont croisés, Marc m'a souri. Un sourire de complicité, de gratitude, mais aussi de fierté. La fierté de celui qui a fait le travail difficile de se transformer, de devenir meilleur. Après le dîner, alors que je m'apprêtais à partir, Marc m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Claire et Paul nous regardaient depuis le perron, sachant que nous avions besoin de ce moment privé. Vous savez, a commencé Marc, il ne se passe pas un jour sans que je repense à ce dîner. À ces mots que j'ai prononcés. Les pauvres ne devraient pas donner leur avis. Ces mots me hantent encore, mais plus de la même façon. Ah, avant, c'était de la honte pure. Maintenant, c'est un rappel. Un rappel de ne jamais redevenir cette personne. Je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. Marc, vous n'êtes plus cette personne. Vous avez fait le travail, vous avez changé. Mais ne laissez jamais cette mémoire s'estomper complètement. Elle est votre garde-fou. Elle vous rappelle qui vous ne voulez plus être. Il a hoché la tête, pensif. J'ai commencé à raconter mon histoire aux nouveaux employés que je forme. Évidemment, je ne mentionne pas que c'était vous, ma belle-mère, qui m'a donné cette leçon. Mais je leur raconte comment l'arrogance m'a presque tout coûté. Comment une personne que je méprisais s'est révélée être exactement celle qui avait le pouvoir de me détruire ou de me sauver. Et comment elle a choisi de me sauver est important que vous partagiez cette histoire, ai-je répondu. Pas pour vous racheter ou pour vous valoriser, mais parce que dans ce monde, il y a trop de jeunes professionnels qui font les mêmes erreurs que vous avez faites. Qui confondent titre et valeur, qui pensent que le respect se commande plutôt qu'il se gagne. Vous pouvez les aider à éviter ces pièges. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Est-ce que vous m'avez pardonné ? A finalement demandé Marc, sa voix à peine audible. C'était une question qu'il m'avait jamais posée directement. Une question que je m'étais moi-même posée de nombreuses fois au cours des années. Le pardon, ai-je commencé lentement, n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on accorde et puis c'est terminé. C'est un processus continu. Chaque jour où je vous vois traiter les autres avec respect, je pardonne un peu plus. Chaque fois que j'entends parler de votre mentorat bienveillant envers les jeunes employés, je pardonne un peu plus. Le Marc d'aujourd'hui mérite le pardon. L'ancien Marc n'en avait pas besoin parce que, d'une certaine façon, il n'existe plus, Marc a essuyé discrètement une larme au coin de son œil. Merci à vous pour tout, pour la leçon, pour la seconde chance, pour votre patience, pour avoir vu en moi quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé quand moi-même je ne le voyais pas. Je lui ai serré la main chaleureusement. Marc, nous méritons tous des secondes chances. La vie est trop courte et trop complexe pour prétendre que nous ne faisons jamais d'erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après avoir reconnu ces erreurs. Et vous, vous avez fait exactement ce qu'il fallait en conduisant vers chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à toute cette histoire. À la chaîne d'événements qui avait commencé avec une phrase méprisante lors d'un dîner et qui avait transformé des vies. Pas seulement celle de Marc, mais aussi celle de tous les employés des laboratoires ou celles qui bénéficiaient maintenant d'un environnement de travail respectueux et valorisant. J'ai pensé à toutes les fois dans ma vie où j'avais été sous-estimée, où des gens m'avaient regardée et n'avaient vu qu'une femme sans importance, une secrétaire, une veuve, une vieille dame.
Il n'avait pas vu la stratège, la bâtisseuse d'empire. La femme qui avait transformé presque rien en quelque chose de significatif. Et je me suis demandé combien de personnes autour de nous sont soumises chaque jour. Combien de gens possèdent des talents extraordinaires, des histoires incroyables, des accomplissements remarquables, mais qui restent invisibles parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous avons du succès. La serveuse qui nous sert notre café pourrait être en train d'écrire un roman qui changera des vies. Le livreur qui apporte nos colis pourrait être un artiste talentueux qui n'a pas encore eu sa chance. La personne âgée que nous croisons dans la rue pourrait avoir bâti des empires, vécu des aventures extraordinaires, posséder une sagesse que nous n'imaginerons jamais. C'est la leçon fondamentale que j'ai essayé d'enseigner à Marc. Et c'est la leçon que j'essaie maintenant de partager avec le monde. Ne jugez jamais quelqu'un sur les apparences. Ne présumez jamais que vous connaissez la valeur d'une personne basée sur ce que vous voyez en surface. Traitez chaque personne avec le respect qu'elle mérite en tant qu'être humain, indépendamment de son statut apparent, de sa richesse visible ou de sa position sociale. Parce qu'un jour, vous pourriez découvrir que la personne que vous avez méprisée est exactement celle qui détient les clés de votre avenir. Ou pire, vous pourriez passer à côté d'une relation enrichissante, d'une amitié précieuse, d'une leçon importante. Simplement parce que vous étiez trop aveuglé par vos préjugés pour voir la vraie valeur de cette personne. Aujourd'hui, à 70 ans, je dirige toujours mon groupe d'entreprise. Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite de sitôt. J'aime trop ce que je fais. J'aime transformer des entreprises en difficulté. J'aime donner des opportunités aux gens talentueux qui n'ont jamais eu leur chance. J'aime créer des environnements où chacun est respecté et valorisé. Marc est maintenant l'un de mes partenaires les plus précieux dans cette mission. Ensemble, nous avons créé un programme de formation au leadership qui met l'accent sur l'humilité, le respect et la reconnaissance de la valeur de chaque personne. Ce programme est maintenant utilisé dans toutes mes entreprises. Et d'autres organisations nous ont demandé la permission de l'adopter. L'histoire de Marc et moi est devenue une étude de cas dans plusieurs écoles de commerce. Pas comme un exemple de vengeance réussie, mais comme une illustration de leadership transformationnel. Comment un leader peut utiliser son pouvoir, non pas pour punir mais pour éduquer. Comment une crise peut devenir une opportunité de croissance. Comment les gens peuvent changer quand on leur donne les bonnes conditions et les bonnes motivations. Paul et Claire sont incroyablement fiers de la façon dont cette situation s'est déroulée. Au début, Paul voulait simplement que je punisse Marc pour son insolence. Mais avec le temps, il a compris la valeur de l'approche que j'avais choisie. Il a vu son beau-frère se transformer sous ses yeux, devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qu'il pouvait respecter et admirer. Claire m'a dit récemment que je n'avais pas seulement sauvé la carrière de son frère, mais probablement aussi son mariage et ses relations familiales. L'arrogance de Marc commençait à contaminer tous les aspects de sa vie. Sa femme envisageait de le quitter, ses enfants commençaient à le fuir. Ses amis le trouvaient insupportable. La leçon qu'il a apprise dans le contexte professionnel s'est répandue dans toute sa vie personnelle. Il y a quelques mois, lors d'une conférence sur le leadership, on m'a demandé si je referais la même chose. Si, connaissant tous les risques et toutes les complications. Je choisirais encore d'acheter cette entreprise spécifiquement pour enseigner cette leçon à Marc. Ma réponse a été simple, absolument. Parce que ce n'était pas seulement pour Marc, c'était pour tous les employés qui ont bénéficié d'un meilleur environnement de travail. C'était pour toutes les personnes qui ont entendu cette histoire et qui ont réfléchi à leur propre comportement. C'était pour tous ceux qui ont été inspirés à traiter les autres avec plus de respect. C'était pour prouver qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer, pour devenir la meilleure version de soi-même. Et c'était aussi pour moi. Pour prouver que même à 70 ans, même après une vie entière de succès discret, je pouvais encore faire une différence. Je pouvais encore enseigner des leçons importantes. Je pouvais encore transformer des vies. Cette histoire m'a aussi appris quelque chose sur moi-même. Pendant des années, j'ai gardé mes accomplissements privés. Je pensais que l'humilité signifiait rester dans l'ombre, ne jamais parler de mes succès. Mais j'ai réalisé que c'était une forme d'humilité mal placée. En cachant mes accomplissements, je permettais aux gens de me sous-estimer. Je permettais aux préjugés de persister. Il y a une différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Une différence entre se vanter et partager son histoire pour inspirer les autres. Marc se vantait. Il utilisait ses accomplissements réels ou imaginaires pour se placer au-dessus des autres. Moi, je cachais les miens, ce qui n'est des personnes non plus. La voie du milieu, j'ai appris, c'est de reconnaître sa valeur sans déprécier celle des autres. C'est de partager son histoire quand elle peut inspirer ou éduquer. C'est d'être fier de ses accomplissements tout en restant humble face à tout ce qu'on a encore à apprendre. Maintenant, quand je rencontre de jeunes professionnels, particulièrement des femmes, je leur raconte mon histoire. Je leur dis cela, ne vous cachez pas, ne minimisez pas vos accomplissements. Mais ne les utilisez jamais non plus comme une arme contre les autres.
Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Utilisez votre succès pour élever les autres, pas pour les rabaisser. Cette leçon, Marc l'a apprise de la manière difficile. Mais au moins, il l'a apprise. Et maintenant, il la transmet à son tour. Il y a quelques semaines, Marc m'a invité à donner une conférence aux employés des laboratoires Roussel. Il voulait que je raconte mon parcours, que j'explique ma philosophie de leadership. J'ai accepté. En préparant cette conférence, j'ai réalisé que toute mon histoire se résumait à quelques principes simples. Premièrement, ne jugez jamais quelqu'un sur les apparences. Chaque personne a une histoire, des talents, une valeur qui peuvent ne pas être immédiatement visibles. Deuxièmement, le vrai pouvoir réside dans la capacité d'élever les autres, pas de les écraser. Utilisez votre position pour créer des opportunités, pas pour vous sentir supérieur. Troisièmement, il n'est jamais trop tard pour changer. Les gens peuvent se transformer et s'améliorer, devenir meilleurs. Mais cela nécessite du courage, de l'humilité et un travail constant. Quatrièmement, le respect n'a rien à voir avec le statut social ou la richesse. C'est un droit humain fondamental que chacun mérite, du PDG au stagiaire, du millionnaire au sans-abri. Et finalement, la vie a une façon de remettre les choses à leur place. Les personnes que vous méprisez aujourd'hui pourraient être celles qui détiennent votre avenir demain. Pas parce qu'elles cherchent à se venger, mais simplement parce que le karma existe, d'une façon ou d'une autre. Lors de cette conférence, j'ai raconté mon histoire complète. Pour la première fois devant les employés, j'ai révélé publiquement que Marc était le beau-frère dont j'avais parlé dans l'article. Il était présent dans la salle et je lui avais demandé sa permission au préalable. Il avait accepté, comprenant que notre histoire complète avait plus de pouvoir que nos histoires individuelles séparées. Quand j'ai terminé, Marc est monté sur scène. Nous nous sommes tenus côte à côte et ensemble, nous avons répondu aux questions des employés. Des questions sur la transformation personnelle, sur la gestion des erreurs, sur la façon de créer une culture d'entreprise basée sur le respect. Une jeune employée a levé la main. Elle travaillait au service comptabilité depuis seulement 6 mois. Madame Martin, je voudrais savoir. Comment avez-vous trouvé la force de ne pas simplement vous venger? Comment avez-vous choisi l'éducation plutôt que la punition? C'était une excellente question, une qui méritait une réponse honnête. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas été tentée, et je admis. Ce soir-là, lors de ce dîner, quand Marc a prononcé ces mots, j'ai ressenti de la colère. Une colère profonde. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, de la pitié. Parce que je me suis dit que quelqu'un qui a besoin de rabaisser les autres. Pour se sentir important et quelqu'un de profondément malheureux, j'ai regardé Marc avant de continuer. Et puis, j'ai pensé à mon mari. Il me disait toujours que la vraie mesure d'une personne n'est pas dans sa capacité à gagner ou à dominer, mais dans sa capacité à rester humaine même quand elle a tous les moyens de ne pas l'être. J'avais le pouvoir de détruire Marc, mais qui faisait que cela aurait prouvé que j'étais riche, puissante. Il le savait déjà à ce moment-là. Ce que je voulais prouver, c'était que j'étais quelqu'un de mieux que ce qu'il pensait. Quelqu'un qui utilisait son pouvoir avec sagesse. Assez, Marc a pris la parole à son tour. Je voudrais ajouter quelque chose. Si Madame Martin m'avait simplement licenciée, j'aurais passé le reste de ma vie à me plaindre, à jouer la victime, à raconter à qui voulait l'entendre qu'elle avait abusé de son pouvoir. Je n'aurais rien appris. Je serais allée dans une autre entreprise et j'aurais continué à être la même personne toxique. En choisissant de me donner une seconde chance, elle m'a forcée à me regarder dans un miroir, et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Mais cela m'a donné l'opportunité de changer. Un employé plus âgé, qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans, a posé une autre question. Comment gérez-vous maintenant les situations où vous rencontrez des gens qui vous estiment toujours? Parce que je suppose que cela arrive encore, même avec toute votre réussite, j'ai souri. C'était effectivement toujours le cas, cela arrive tout le temps. Il y a 2 semaines, j'étais à une réunion avec des investisseurs potentiels. Un homme, beaucoup plus jeune que moi, m'a demandé si j'étais la secrétaire venue prendre des notes. Quand j'ai expliqué que j'étais la PDG du groupe, il a ri, pensant que je plaisantais. Des murmures indignés ont parcouru la salle. Mais maintenant, je gère ces situations différemment. Je ne me sens plus obligée de prouver quoi que ce soit. Je ne me mets plus en colère. Je souris simplement et je dis « Je suis Geneviève Martin et voici mon entreprise ». Si les gens choisissent de continuer à me cesser, c'est leur problème, pas le mien, je connais ma valeur. Je n'ai plus besoin de la validation des autres. C'était vrai. L'incident avec Marc m'avait libérée d'un poids que je portais depuis des décennies. Le poids de devoir constamment prouver ma valeur. Maintenant, je savais qui j'étais. Et ceux qui ne pouvaient pas le voir n'étaient tout simplement pas mon problème. La conférence s'est terminée par une standing ovation. Les employés se sont levés, applaudissant non seulement moi, mais aussi Marc, applaudissant notre histoire commune.
Notre transformation mutuelle, notre courage de partager nos vulnérabilités. Après la conférence, plusieurs employés sont venus nous parler individuellement. Certains ont partagé leurs propres histoires de jugements et de préjugés. D'autres ont admis qu'ils avaient eux-mêmes sous-estimé des collègues ou des subordonnés. La conversation a duré des heures. C'était exactement le genre de dialogue ouvert et honnête que je voulais créer dans cette entreprise. Une employée en particulier m'a marquée. Elle s'appelait Amina, elle travaillait au service de nettoyage depuis 5 ans. Elle est venue me voir timidement, après que presque tout le monde soit parti. « Madame Martin, je voulais vous remercier. Votre histoire m'a touchée profondément. Vous voyez, je suis ingénieure dans mon pays d'origine. Mais quand je suis arrivée en France, mon diplôme n'a pas été reconnu. J'ai dû accepter ce travail de nettoyage pour survivre, pour nourrir ma famille. Certaines personnes me regardent et ne voient qu'une femme de ménage. Ils ne savent pas que j'ai conçu des ponts, que j'ai dirigé des équipes, que j'ai une expertise qui pourrait être utile. Mon cœur s'est serré. Encore une personne sous-estimée invisible, dont les talents étaient gaspillés. Amina, racontez-moi tous. Quel type d'ingénierie pratiquiez-vous? Nous avons parlé pendant 1 heure. J'ai découvert qu'elle était ingénieure en génie civil, spécialisée dans la logistique de construction. Elle avait travaillé sur des projets majeurs dans son pays. Son expertise pourrait être incroyablement utile pour notre département logistique, qui gérait la construction et l'aménagement de nouveaux entrepôts. Lundi matin, je veux que vous rencontriez Thomas, notre directeur de la transformation digitale et de la logistique. Apportez votre portfolio, tous vos documents, tout ce qui peut démontrer votre expérience. Nous allons voir comment nous pouvons utiliser vos compétences réelles. Et les yeux d'Amina se sont remplis de larmes. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Amina, je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour l'entreprise. Nous avons une ingénieure talentueuse qui nettoie nos bureaux alors qu'elle pourrait résoudre des problèmes complexes de logistique. C'est un gaspillage de talents. Et dans mon entreprise, nous ne gaspillons pas les talents. Dans le lundi suivant, Amina a rencontré Thomas. Il a été impressionné par son expertise. Nous avons créé un poste de consultante en logistique pour elle, en attendant de résoudre les questions de reconnaissance de diplôme. Son salaire a triplé. Plus important encore, elle utilisait enfin ses compétences, son éducation, son expérience. 6 mois plus tard, Amina a proposé une réorganisation complète de notre système d'entreposage, qui a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros par an. Elle est maintenant ingénieure senior dans notre département logistique. Elle raconte son histoire à tous les nouveaux employés, expliquant comment une organisation peut voir au-delà des apparences et reconnaître le véritable potentiel. Cette histoire d'Amina a inspiré une nouvelle initiative dans mon groupe d'entreprise. Nous avons créé un programme appelé Talents cachés. L'idée est simple, nous encourageons tous les employés, quel que soit leur poste actuel, à partager leurs compétences, leurs formations, leurs expériences antérieures. Nous revoyons chaque profil pour nous assurer que chaque personne travaille là où elle peut apporter le plus de valeur. Grâce à ce programme, nous avons découvert qu'un chauffeur avait un diplôme en marketing digital. Il est maintenant responsable de notre stratégie sur les réseaux sociaux. Une réceptionniste était traductrice professionnelle dans 6 langues. Elle dirige maintenant notre département de communication internationale. Un technicien de maintenance avait été chef cuisinier. Il a aidé à améliorer notre service de restauration d'entreprise, augmentant la satisfaction des employés de manière significative. Chacune de ces découvertes renforce la leçon centrale de mon histoire avec Marc. Ne jamais supposer que vous connaissez la valeur totale d'une personne basée sur son poste actuel ou son apparence. Marc est devenu un champion de ce programme. Il passe maintenant une partie de son temps à interviewer les employés, pas seulement dans notre entreprise, mais dans toutes les entreprises du groupe. Il cherche activement ses talents cachés, ses compétences sous-utilisées. C'est devenu sa mission personnelle. Il m'a dit récemment, « Madame Martin, vous m'avez montré ce que c'était que d'être invisible, d'être sous-estimé. Maintenant, je veux m'assurer que personne d'autre dans nos organisations ne ressente jamais cela. Je veux que chacun se sente vu, valorisé, reconnu à cette transformation de marque de quelqu'un qui méprisait les autres à quelqu'un qui se consacre. Maintenant, à les élever est pas la plus grande réussite de toute cette histoire. Plus que les profits augmentés, plus que les entreprises sauvées, plus que les emplois créés, une personne transforme et qui transforme maintenant d'autres vies à son tour, c'est l'héritage le plus puissant que je pourrais laisser. L'année dernière, lors du 5e anniversaire de mon acquisition des laboratoires à Roussel, nous avons organisé une grande célébration. Tous les employés étaient présents, ainsi que leurs familles. C'était une journée de fête, de reconnaissance, de célébration de tout ce que nous avions accompli ensemble. J'ai fait un discours, bien sûr, mais j'ai aussi invité plusieurs employés à partager leurs histoires. Sophie a parlé de comment l'opportunité qu'on lui avait donnée avait transformé non
seulement sa carrière, mais toute sa vie. Thomas a expliqué comment le fait d'être écouté et valorisé avait libéré sa créativité. Martine a raconté avec émotion comment, après 20 ans de travail invisible, elle se sentait enfin reconnue. Et puis Marc a pris la parole. Il est monté sur scène avec sa famille, qu'en face sa femme, ses 2 enfants adolescents. Il a demandé à ce qu'on diffuse sur l'écran géant une vidéo qu'il avait préparée spécialement pour cette occasion. La vidéo montrait Marc dans différentes situations au cours des 5 dernières années. On le voyait former de jeunes employés, écouter attentivement des clients, collaborer avec son équipe, présenter le programme Talent Caché. Mais ce n'était pas une vidéo d'auto-célébration, c'était un documentaire sur la transformation. Entre les images, il y avait des interviews, des collègues qui parlaient du changement qu'ils avaient observé, des employés qu'il avait mentorés qui expliquaient son impact sur leur carrière, des clients qui appréciaient sa nouvelle approche, et finalement, sa propre femme et ses enfants, qui parlaient de comment papa était devenu un homme différent, meilleur, plus présent, plus humble, plus aimant. À la fin de la vidéo, Marc s'est tourné vers moi. Devant toute l'assemblée, devant des centaines de personnes, il a dit ce Madame Martin, il y a 5 ans. J'étais un homme arrogant qui pensait que sa valeur se mesurait à son titre et à son salaire. J'ai prononcé des paroles méprisantes que je regretterai toute ma vie. Vous auriez pu me détruire. Au lieu de cela, vous m'avez reconstruit. Vous m'avez montré qui j'aurais toujours dû être. Cette entreprise, ses employés, ma famille et moi-même vous devons tout. Merci ne sera jamais suffisant, mais merci quand même. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'avoir vu en moi quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Il y avait des larmes dans ses yeux. Il y avait des larmes dans mes yeux. Il y avait des larmes dans les yeux de presque tout le monde dans cette salle. Je me suis levée et je suis montée sur scène. Je l'ai serré dans mes bras et toute la salle a explosé en applaudissements. Ce n'était pas juste un moment d'émotion. C'était la validation de tout ce que nous avions construit ensemble. Une culture d'entreprise basée sur le respect, l'humilité, la reconnaissance de la valeur de chaque personne. Après la célébration, alors que la nuit tombait et que les familles commençaient à partir, je me suis assise seule pendant un moment dans le jardin de l'entreprise. Je pensais à tout le chemin parcouru. Pas seulement depuis cette acquisition, mais depuis mes 18 ans, quand j'avais commencé comme simple secrétaire. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été sous-estimée, méprisée, ignorée. Toutes les fois où des gens avaient regardé à travers moi comme si je n'existais pas. Toutes les fois où j'avais dû travailler 2 fois plus dur pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Et j'ai réalisé que toutes ces expériences, aussi douloureuses qu'elles aient été, m'avaient préparée pour ce moment. Elles m'avaient donné l'empathie nécessaire pour comprendre Amina, pour voir le potentiel chez les autres que personne ne voyait. Elles m'avaient donné la sagesse de choisir l'éducation plutôt que là. Vengeance avec Marc, elle m'avait façonné en la leader que j'étais devenue. Paul est venu s'asseoir à côté de moi. Mon fils, maintenant dans la quarantaine, qui avait observé toute cette transformation avec admiration. « Maman, tu as fait quelque chose d'extraordinaire ici. Pas seulement construire une entreprise prospère, mais créer un lieu où les gens peuvent vraiment s'épanouir. J'ai pris sa main. Paul, j'ai simplement appliqué les leçons que la vie m'a enseignées, que ton père m'a enseignées, que chaque expérience difficile m'a enseigné. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste traité les gens comme j'aurais voulu être traité, est exactement ça qui est extraordinaire. Maman. Dans un monde où tant de gens utilisent leur pouvoir pour dominer, tu l'as utilisé pour élever. C'est rare, c'est précieux. C'est inspirant, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Regardant les derniers employés partir avec leur famille, tout souriant, tout heureux. Tu sais, ai-je finalement dit, l'histoire avec Marc aurait pu se terminer très différemment. S'il avait choisi l'orgueil plutôt que l'humilité. S'il n'avait pas été prêt à faire le travail difficile de se transformer. Tout le monde ne peut pas être sauvé, Paul, tout le monde ne veut pas être sauvé, mais tu lui as donné la chance. C'est ça qui compte. Tu as créé les conditions pour qu'il puisse changer. Il a fait le reste lui-même, Paul avait raison. C'était peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. On ne peut pas changer les autres. On peut seulement créer les conditions qui permettent aux gens de se changer eux-mêmes. On peut offrir des opportunités, fournir du soutien, créer des environnements propices à la croissance. Mais le travail réel, le changement profond, ça doit venir de l'intérieur. Aujourd'hui, 70 ans après ce dîner fatidique, je peux dire que tout a changé et rien n'a changé en même temps. J'ai toujours 77 ans maintenant. Je conduis toujours la même voiture modeste. Je vis toujours dans la même maison confortable mais pas ostentatoire. Je ne porte toujours pas de vêtements de luxe ni de bijoux extravagants. Mais maintenant, quand les gens me regardent et ne voient qu'une vieille dame ordinaire, je souris intérieurement. Je n'ai plus besoin de corriger leur perception. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur, je la connais. Et ceux qui comptent vraiment la connaissent aussi. Marc,
Lui a totalement changé. Pas seulement professionnellement, mais dans tous les aspects de sa vie. Sa femme a dit qu'il était redevenu l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Ses enfants ont un père présent, humble, qui les écoute vraiment. Ses amis ont retrouvé la personne qu'ils avaient connue avant que le succès ne lui monte à la tête. Et professionnellement, il est devenu un des leaders les plus respectés non seulement dans notre entreprise, mais dans toute l'industrie. Il donne régulièrement des conférences sur le leadership éthique. Il a écrit des articles sur l'importance de l'humilité en affaires. Il est devenu un modèle pour les jeunes professionnels qui veulent réussir sans perdre leur humanité. L'ironie, c'est qu'il est maintenant beaucoup plus reconnu et respecté qu'il ne l'était avant sa chute. Mais cette fois, ce respect est authentique. Il n'est pas basé sur un titre ou un salaire. Il est basé sur le caractère, sur les actions, sur l'impact réel qu'il a sur les autres. Il y a quelques mois, Marc a été approché par une grande multinationale qui lui offrait un poste de directeur général avec un salaire astronomique. Il est venu me consulter avant de prendre sa décision. « Madame Martin, je ne sais pas quoi faire. Financièrement, ce serait incroyable pour ma famille. Mais j'ai peur de redevenir cette personne que j'étais. J'ai peur que le pouvoir et l'argent me corrompent nous voir sa vulnérabilité, sa conscience de ses faiblesses m'a touchée. Marc, le fait que vous ayez cette peur est exactement la preuve que vous ne redeviendrez pas cette personne. L'ancien Marc n'aurait jamais eu ses doutes. Il aurait sauté sur l'opportunité sans réfléchir. Le nouveau Marc comprend les dangers et fait attention. C'est une force, pas une faiblesse ferme, et que feriez-vous à ma place? Ce n'est pas à moi de décider, Marc. C'est votre vie, votre carrière, votre famille. Mais je vous poserai une question. Où pouvez-vous avoir le plus d'impact positif? Où pouvez-vous faire le plus de bien? Il a réfléchi pendant plusieurs jours. Finalement, il a décliné l'offre. Il a expliqué à la multinationale qu'il était engagé dans une mission plus importante ici. Celle de transformer la culture d'entreprise, de développer des leaders éthiques, de créer un environnement où chaque personne est valorisée. La multinationale a été tellement impressionnée par sa réponse qu'ils lui ont demandé de devenir consultant pour les aider à transformer leur propre culture d'entreprise. Il a accepté ce rôle à temps partiel tout en continuant son travail avec nous. C'était le meilleur des deux mondes. Il pouvait avoir un impact plus large tout en restant fidèle à sa mission. Cette décision m'a prouvé que la transformation était complète et permanente. Marc avait vraiment changé ses priorités. Il mesurait maintenant le succès non pas en termes d'argent ou de pouvoir, mais en termes d'impact et de contribution. En réfléchissant à toute cette histoire maintenant, je réalise qu'elle a touché bien plus de vies que je ne l'aurais jamais imaginé. Les employés des laboratoires. Roussel sont devenus des ambassadeurs de notre philosophie dans leur propre famille et communauté. Ils traitent les autres avec plus de respect. Ils ne jugent plus sur les apparences. Ils cherchent à voir le potentiel caché chez chaque personne qu'ils rencontrent. Amina, l'ingénieure qui nettoyait nos bureaux, a créé une association pour aider d'autres immigrants. Qualifiés à faire reconnaître leurs diplômes et à trouver des emplois correspondant à leurs compétences réelles. Elle a aidé des dizaines de personnes à sortir de l'invisibilité et à réaliser leur potentiel. Sophie, notre directrice générale adjointe, a créé un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans l'industrie pharmaceutique. Elle leur enseigne non seulement les compétences techniques, mais aussi l'importance de la confiance en soi et du respect mutuel. Thomas utilise son expérience pour conseiller des petites entreprises sur comment valoriser chaque employé et créer des environnements de travail respectueux et productifs. Et Marc est devenu quelqu'un qui change des vies. Chaque jeune professionnel qu'il mentore devient à son tour un vecteur de changement positif dans son organisation. C'est l'effet multiplicateur du respect et de l'humilité. Quand vous traitez quelqu'un avec dignité, cette personne est plus susceptible de traiter les autres de la même façon. Quand vous montrez que tout le monde a de la valeur. Vous créez une culture où chacun se sent autorisé à reconnaître la valeur chez les autres. L'histoire, qui a commencé avec une phrase méprisante lors d'un dîner familial, s'est transformée en un mouvement. Un mouvement qui prouve que les organisations peuvent être des lieux d'humanité, de croissance, de transformation. Que le business et la compassion ne sont pas mutuellement exclusifs. Que le succès financier et le respect des personnes peuvent coexister. Je reçois encore régulièrement des lettres de personnes qui ont entendu mon histoire. Des gens qui ont été inspirés à changer leur propre comportement. Des leaders qui ont repensé leur approche du management. Des employés qui ont trouvé le courage de partager leurs talents cachés. Des personnes qui ont décidé de traiter les autres avec plus de respect, indépendamment de leur statut apparent. Chaque lettre me rappelle pourquoi j'ai choisi la voie que j'ai choisie avec Marc. Pourquoi j'ai opté pour l'éducation plutôt que la vengeance. Pourquoi j'ai créé une opportunité de croissance plutôt qu'une destruction pure et simple. Parce qu'au final, nous avons tous une responsabilité. Ceux d'entre nous qui ont du pouvoir, que ce soit à travers la richesse, la position, l'influence ou simplement l'expérience de vie,
Nous avons la responsabilité d'utiliser ce pouvoir sagement, de créer du bien dans le monde. De laisser les choses un peu meilleures que nous ne les avons trouvées. C'est ce que mon mari m'a enseigné. C'est ce que ma vie m'a appris. Et c'est ce que j'essaie maintenant de transmettre à la génération suivante. Mon histoire avec Marc n'est pas unique. Dans le monde entier, il y a des situations similaires, des gens sous-estimés, des talents gaspillés, des personnes jugées sûres des apparences trompeuses. Et il y a aussi des opportunités de corriger ces injustices, de révéler ces talents cachés, de transformer ces jugements en leçons. La question que je pose maintenant est, que ferez-vous avec votre propre pouvoir? Quand vous aurez l'opportunité de rabaisser quelqu'un ou de l'élever, que choisirez-vous? Quand vous rencontrerez quelqu'un qui semble insignifiant, prendrez-vous le temps de découvrir qui il est vraiment? Quand quelqu'un fera une erreur, chercherez-vous à le punir ou à l'éduquer? Ces choix, nous les faisons tous les jours. Dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos communautés. Et chaque choix compte. Chaque interaction a le potentiel de blesser ou de guérir, de diminuer ou d'élever, de détruire ou de transformer. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je vois le résultat de mes choix. Je vois une entreprise prospère remplie de gens épanouis. Je vois Marc, transformé, qui transforme maintenant d'autres vies. Je vois Amina et tant d'autres dont les talents cachés sont maintenant reconnus et valorisés. Je vois un héritage qui continuera bien après que je ne serai plus là. Et je me dis que c'était le bon choix. Le choix difficile, hein, certes. Le choix qui a nécessité de la patience, de la sagesse, de la retenue. Mais le bon choix quand même. Parce qu'au final, nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons ou par les titres que nous portons. Nous sommes définis par la façon dont nous traitons les autres, spécialement ceux qui ne peuvent rien faire pour nous. Nous sommes définis par notre capacité à voir haut et là des apparences, à reconnaître l'humanité en chacun, à utiliser notre pouvoir avec sagesse et compassion. C'est la leçon que j'espère que mon histoire transmet. C'est le message que je veux que Marc et tous ceux qui entendent cette histoire retiennent et transmettent à leur tour. Ne jugez jamais quelqu'un sur les apparences. Traitez chaque personne avec le respect qu'elle mérite en tant qu'être humain. Utilisez votre pouvoir pour élever, pas pour détruire. Créez des opportunités de croissance, pas seulement des punitions pour les erreurs. Et rappelez-vous toujours que la personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être exactement celle qui détient les clés de votre avenir demain. Cette histoire a commencé dans la douleur d'une phrase méprisante. Mais elle s'est transformée en quelque chose de beau. En une leçon qui continue à se propager, inspirer, à changer des vies. Et c'est ça, finalement, le vrai succès. Pas l'argent dans la banque ou les entreprises possédées, mais les vies touchées, les personnes transformées. Le monde laissé un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Voilà mon histoire. L'histoire d'une vieille dame que beaucoup sous-mènent qui a utilisé cette sous-estimation pour enseigner une leçon importante. L'histoire d'un homme arrogant qui a appris l'humilité et qui est devenu meilleur. L'histoire d'une entreprise transformée et de dizaines de vies changées, mais surtout c'est une histoire sur l'espoir. L'espoir que les gens peuvent changer. L'espoir que le respect peut triompher du mépris. L'espoir que nous pouvons tout choisir, chaque jour, d'être meilleur fait de faire mieux. De créer un monde où chaque personne est vue, valoriseur, respectée pour qui elle est vraiment. Et maintenant, alors que je termine ce récit, je vous pose la question, quelle sera votre histoire? Comment il se laisse votre pouvoir, grand ou petit? Qui élèverez-vous aujourd'hui? Quel jugement natif-vous de ne pas faire? Quelle opportunité créerez-vous pour quelqu'un que d'autres ont sous-estimé? Car c'est ainsi que le monde change. Pas à travers de grands gestes héroïques, mais à travers des millions de petits choix quotidiens. Des choix de voir plutôt que d'ignorer. De respecter plutôt que de mépriser. D'élever plutôt que de rabaisser. Faites ses choix, vivez ses valeurs. Et peut-être qu'un jour, vous aussi aurez une histoire à raconter. Une histoire qui inspirera les autres à leur tour. Une histoire qui prouvera que le respect, l'humilité et la compassion ne sont pas des faiblesses, mais les plus grandes forces que nous possédons. C'est ma dernière leçon, mon dernier message. Et j'espère qu'il résonnera en vous longtemps après avoir fini de lire ces mots.